permet aux entreprises de communiquer avec leurs clients par chat. Donc certains l'ont peut-être déjà utilisé en entreprise, en alternance ou en stage, mais le concept est assez simple. Finalement, c'est qu'on permet aux entreprises d'unifier tout leur support client en un seul outil. Donc que le client, il envoie un message depuis le site internet, qu'il envoie un message sur Messenger, sur WhatsApp, par texto, par mail, etc. Tout ça, ça va arriver dans un seul endroit et de manière unifiée, ce qui fait que tout le monde dans l'entreprise va pouvoir répondre avec un seul et même logiciel. Donc certains sont peut-être familiers avec Slack. Slack, c'est pour parler au sein d'une entreprise. Eh bien, Crisp, c'est pour parler à l'extérieur de l'entreprise, avec des clients. Voilà, donc on a créé Crisp maintenant avec mon associé Valérian en 2015. À l'époque, on était comme vous à l'école. On a commencé ça tout petit. On avait au début une dizaine de clients et puis on a commencé à avoir 10 clients, puis 100, puis 1000 et puis aujourd'hui on a 300 000 entreprises qui utilisent Crisp dans le monde entier. Je crois qu'il n'y a pas un seul pays dans lequel on n'est pas présent à part la Corée du Nord. Et encore, je sais pas. Et donc, on est présent dans le monde entier et il y a à peu près 200 millions de personnes par mois qui utilisent notre chat. Donc, ça fait, si je dis pas de conneries, ça fait presque ouais, 4 fois la France, quoi. Tous les mois qu'utilisent notre service de chat. Donc voilà, je suis à peu près comme vous et j'ai créé ma boîte assez tôt, à 21 ans. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça t'est venu de te lancer, voire même de nous expliquer aussi si tu avais déjà dans, on va dire, dans ton ADN, en tout cas, ce chromosome du dirigeant qui était déjà ancré? Alors, l'entrepreneuriat, c'est un truc qui est assez à la mode. Aujourd'hui, je sais pas si vous regardez la télé ou des pubs sur YouTube, je crois qu'il n'y a pas une banque qui essaie de faire une pub pour les futurs dirigeants ou les jeunes entrepreneurs. Et ça montre vraiment que c'est un sujet d'actualité. Tout le monde veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, Certains y arriveront, d'autres pas. Et moi, j'ai eu la chance que Christ, ça fonctionne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une chance sur 10 de se planter quand on débute. Et l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai commencé très tôt. Je suis tombé dans la marmite en étant petit. J'ai commencé à coder à 12 ans. Donc, pas spécialement à faire des startups, mais à faire des side projects, faire des petits jeux vidéo, faire de l'hébergement en ligne, etc. Et puis, euh, et puis petit à petit, j'ai planté un tas de projets. Hein, j'ai un cimetière de projets assez conséquent, de boîtes que j'ai plantées. Enfin, pas spécialement des boîtes, mais des projets que j'ai plantés. Mais j'étais jeune et j'y ai pas mis d'argent, donc c'est pas bien grave. Et puis, au fur et à mesure des expériences, j'ai créé, quand j'avais 17 ans, un service en ligne qui s'appelait Randomail, qui a été assez populaire. Et donc, Randomail était un système qui permettait à des particuliers de créer des fausses adresses email et ça évitait le spam. Donc, par exemple, ça permettait de s'inscrire sur des sites internet de e-commerce sans révéler sa vraie adresse email. Donc ça m'a rendu, ça m'a donné un peu d'expérience. J'ai eu 200 000 utilisateurs sur cette plateforme. Et puis ça a été mon premier vrai succès. Et puis plus tard, j'ai rencontré mon associé actuel, Valérian, qui était un peu mon alter ego en école d'ingénieur. Et en fait, ça matchait direct. En fait, on s'est dit, mais en fait, on est les mêmes. D'ailleurs, souvent, beaucoup de gens pensent que quand on veut créer une start-up ou une entreprise, il faut se mettre avec des gens complémentaires. Alors, on va prendre un marketeur avec un sales et puis un designer et puis un développeur et puis on va mettre tout ce petit monde ensemble et ça va faire une magnifique boîte. En réalité, ça marche pas tout à fait comme ça. La réalité, c'est que avec Valérian, mon associé, on était deux clones. Et d'ailleurs, on a fait la boîte, on a fait 50-50 dès le début. Et puis ça s'est lancé comme ça. D'accord. Et alors, tu peux nous expliquer ce que, bon, ça, je le sais, on a eu l'occasion d'en parler. Où est-ce que cette société a été créée et quel a été le parcours, alors on va dire le parcours géographique, on va dire, de cette société qui a quand même une histoire un peu particulière. Ouais, un peu particulière. Moi, entre-temps, j'avais arrêté l'école d'ingénieur, donc on avait commencé Crisp
On avait commencé Crisp en étant à l'école d'ingénieur. Moi, entre-temps, j'ai arrêté l'école d'ingénieur pour aller à Paris, faire connaître la boîte, etc. Et puis, on se faisait approcher énormément par des fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'à peu près toutes les semaines, on avait des fonds d'investissement qui voulaient mettre des tickets de plusieurs millions dans la boîte. Et en fait, fini par créer notre société aux US et on est parti aux US en fait. Et donc pendant quelques temps, on a voyagé donc tout en ayant notre immatriculation aux États-Unis, on voyageait un peu autour du monde en étant ce qu'on appelle digital nomade. Donc bon, il fait pas bon d'être digital nomade en 2020, ni en 2021, mais l'idée du digital nomade, c'est je prends un avion, je prends mon ordinateur, je prends un Airbnb et je vais aller voyager aux quatre coins du monde tout en travaillant. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec Crisp. On a fait les États-Unis, le Canada, l'Irlande, les pays de l'Est. On a voyagé un peu dans le monde entier, tout en faisant notre boîte. Et en fait, on s'est rendu compte, surtout en faisant ça, que la France, eh ben, c'était pas si mal comme pays, et qu'on n'était pas prêt à vivre aux États-Unis sur le long terme, en fait. Et qu'on avait besoin d'attache. Et donc, en fait, on est revenu en France. On a réimmatriculé notre boîte en France. Et on a commencé à embaucher du monde, etc. Donc, on est devenu une boîte un peu plus classique à partir de 2018. Et alors maintenant, alors on va dire, même si tu es rentré dans un modèle peut-être d'entreprise un peu plus conventionnel, et on verra ce que c'est être conventionnel pour autant, mais en tout cas Oui, dans un modèle un peu c'est plus, relatif. voilà, sédentaire, on va dire. Euh, Ça t'a appris quoi ce temps où tu étais nomade et on va dire un peu ce road trip entrepreneurial sur lesquels aussi je pense que dans le métier dans lequel tu es, où tu évoques aujourd'hui qu'en effet Crisp a pour finalité d'être présent dans les pays du monde Oui. entier, est-ce que tu as pu apprendre en tout cas des choses ou en tout cas découvrir des éléments qui t'ont dit moi, ce qu'est le business aujourd'hui ou ce qu'est en tout cas la communication interpersonnelle, elle doit aussi avoir des visages différents avec ce que je peux voir dans d'autres pays. Ouais. Alors, je pense notamment le marketing tel qu'on le pensait à l'époque, c'est commencer en tout cas à faire quelque chose à l'échelle locale, typiquement dans une ville ou typiquement à s'implémenter à Paris, puis après je vais m'implémenter à Bordeaux, à Lyon, etc. Et puis une fois que j'ai fait ça, je vais me mettre à Londres, en Allemagne, etc. Après, je serai leader européen, puis après j'irai aux États-Unis, etc., etc. Chris, dès le début, on n'a pas pensé notre modèle de cette manière-là, dans le sens où aujourd'hui, Internet, c'est une nation, un continent géant. C'est-à-dire il y a plusieurs milliards de personnes sur Internet, tout le monde parle à peu près anglais. Et là, en fait, du premier jour, en fait, Crisp, on a fait notre site en anglais, tout traduit en anglais, euh, enfin international by design, en fait. Et rapidement, bah, on a eu des premiers utilisateurs en France, bien entendu, mais dans le monde entier. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens étaient prêts à utiliser notre produit tout autour du monde. Et en fait, on commençait spontanément à nous aider à traduire notre logiciel. C'est-à-dire gratuitement, ils nous traduisaient notre logiciel. Donc aujourd'hui, grâce à cette stratégie-là, Crisp est traduit en 58 langues. Et donc, ça nous a permis vraiment d'aller encore beaucoup plus loin et de s'implémenter dans des marchés pas spécialement anglophones. Donc, Crisp est par exemple, on est leader au Brésil. On est leader dans un tas de pays via cette stratégie-là. Donc, c'est vraiment la puissance de cette grosse nation Internet ou de ce continent Internet. C'est qu'aujourd'hui, avec pas de budget, c'est-à-dire que moi à l'époque j'étais étudiant, hein, j'avais pas papa maman pour m'aider, j'étais pas boursier, je vivais avec tout cassé 600 euros par mois. Et ben en fait on a réussi à faire un logiciel parce qu'un logiciel ça coûte rien à faire, ça coûte rien à produire, ça ne coûte rien à distribuer. Et finalement vous faites votre logiciel une fois et vous pouvez le vendre 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois, il n'y a pas de limite à ça. D'accord. Et d'autant plus qu'on est dans un modèle de souscription chez Crisp, c'est qu'en fait, on est ce qu'on appelle un logiciel as a service, software as a service. Donc l'idée, c'est qu'en fait, nos clients payent des souscriptions mensuelles. Et donc, en fait, quand on a un client qui s'abonne avec Crisp, il va payer une souscription mensuelle.
et donc on va les avoir sur le long terme. D'accord. Alors, tu peux nous expliquer un peu comment tu as pensé, en tout cas, justement, ce modèle de souscription, puis ce modèle économique plus globalement, c'est-à-dire aujourd'hui CRISP, euh, cette plateforme de messagerie multicanal, aujourd'hui, elle est pensée justement pour être mise en place dans des entreprises de taille très différentes, c'est ce que tu m'expliquais, Oui, c'est-à-dire que toute typologie aujourd'hui d'entreprise, qu'on soit une TPE, PME ou une multinationale, on peut intégrer CRISP. Et l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir la développer dans des entreprises qui soit ne sont pas équipées de CRM, soit justement au contraire, de pouvoir venir adosser CRISP à un CRM, histoire de le rendre beaucoup plus puissant dans une gestion, on va dire, de contact. bon, Crisp, quand on l'a commencé, c'était quand même beaucoup plus simple que ça. On va pas se cacher, on savait pas exactement dans quoi on s'embarquait. On savait que, en tout cas, on savait quelque chose, c'est que les entreprises, elles avaient besoin de communiquer avec leurs clients par chat. On savait que le chat, c'était l'avenir. D'ailleurs, nous-mêmes, on avait 21 ans, je pense qu'on a plein d'étudiants avec nous. À notre âge, en fait, on préfère appeler, on préfère textoter, envoyer des messages à tout le monde, à nos amis, à nos parents, plutôt que de les appeler. En fait, c'est générationnel et en fait, les jeunes aujourd'hui préfèrent fondamentalement envoyer des messages par texte plutôt que de s'appeler. Au point que même des écoles de commerce ont de la formation au téléphone. C'est-à-dire quelque chose qui était impensable il y a 20-30 ans. Parce qu'en fait, par nature, les jeunes, il y a 20-30 ans, savaient téléphoner. Et aujourd'hui, on est obligé de rapprendre ça, ce qui montre que on est dans une génération de vingtenaires, trentenaires, quarantenaires qui veulent envoyer des messages par texte. Et ils ont ça dans leur sens. Donc, on a commencé à faire un logiciel CRISP pour cette utilisation-là, et très orienté B2B, qui permettent à des entreprises de communiquer avec leurs clients par chat. Donc le consommateur lui permet d'aller sur un site internet et de poser des questions à l'entreprise. Donc c'est typiquement ce que vous voyez, ces petites bulles là de chat sur les sites internet qui permettent aux internautes de poser des questions. Donc ça existe aujourd'hui pour des entreprises comme Cdiscount, Vente Privée, enfin et j'en passe, des sites de e-commerce, des gros sites de e-commerce. Et c'est des solutions qui coûtaient des fortunes pour les startups et les PME. C'est-à-dire que des solutions qui coûtaient plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Et donc, une startup, quand elle débute, elle peut pas se payer ça, elle peut pas investir plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour un système de chat. Ça n'avait pas de sens. Et pire encore, c'est les outils existants à l'époque, c'était vraiment moche. Alors, vraiment, c'était horrible à utiliser, on va pas se mentir. Et donc, on avait pris le parti de faire quelque chose de radicalement simple, de s'inspirer de ce qui faisait dans le milieu du B2C. Donc, à savoir, à l'époque, il y avait des applications de messagerie comme WhatsApp, Messenger, et on a fait en sorte d'appliquer ce modèle-là du B2C dans le B2B et de faire une solution de communication pour entreprise, entre entreprise et clients, extrêmement simple. Au début, on l'a rendue complètement gratuite. On ne savait pas vraiment quel était le marché, à qui s'adresser, etc. Et donc, pour enlever toute friction, on a rendu le système complètement gratuit et ça a rendu la distribution plus simple. On a fait ça pendant un an et puis on a commencé à avoir 5 000 à 10 000 entreprises utilisatrices. Et puis bah là, on s'est dit, OK, on a quelque chose. C'est-à-dire que tous les mois, on a de plus en plus d'entreprises qui nous utilisent. Il y a quelque chose. Et en fait, on a écouté tout ce qu'elles avaient à nous demander, quels étaient les besoins qu'elles avaient en entreprise, les besoins d'interaction qu'elles avaient, les besoins d'interconnexion entre différents outils, comment elles parlaient à leurs clients, combien de clients ils ont, etc. Et en fait, on a modifié nos fonctionnalités, on a rendu certaines fonctionnalités qu'on avait déjà, on les a passées payantes, on a rajouté de nouvelles fonctionnalités et on les a passées payantes. Et là, on a eu vraiment une solution qui fonctionnait bien avec 3 modèles de tarification. Aussi bien, on a gardé notre modèle gratuit pour les toutes petites entreprises qui débutent. Et puis après, un plan à 25 euros par mois pour les startups et un plan à 95 euros par mois pour les plus grandes entreprises. Et ça a été une formule qui a bien marché et ça nous a permis de passer de quelques milliers de clients à quelques milliers d'entreprises utilisatrices à
plusieurs centaines de milliers. Ok. Et alors, Baptiste, moi, ce que je voulais te demander, ce que je te sens très à même, et c'est ce que tu as témoigné, je pense, à travers l'évolution de la société, c'est vraiment à comprendre et connaître le marché, c'est-à-dire aussi comprendre cette pratique que tu évoques sur laquelle on doit être en phase aujourd'hui avec, comme tu dis, ces outils qu'on a vraiment développés dans du Ouais. B2C. En tout cas, le particulier, il a des super outils souvent en main. Je vois que tu as ton téléphone pas Ben oui. loin. Typiquement, en effet, le particulier aujourd'hui est suréquipé en termes de communication et les professionnels, c'était plutôt l'inverse, comme tu dis, avec des outils peu Mais ergonomiques et le efficaces. particulier est suréquipé, mais surtout, il est très bien équipé. C'est-à-dire qu'en Mhm. fait, la moindre application de messagerie que vous avez sur votre téléphone, elles sont exceptionnelles. Enfin, l'expérience, elle est exceptionnelle. C'est-à-dire que même des applis pour ados, comme Snapchat fut une époque, restent, restent extrêmement bien faites, en fait. Mhm. Et en comparaison de ce qui peut se faire dans le monde de l'entreprise. Et comment toi, par contre, alors c'est vraiment une question que je me demandais, c'est comment quand on sent un marché, qu'on a compris comment il fonctionne, qu'on voit ce qu'on va lui proposer, on arrive aussi à faire le lien avec la dimension plutôt financière. La Ouais. dimension plutôt financière dans le sens où à quel moment tu as senti que ton modèle économique était viable. Tu évoquais justement le cimetière des idées que l'on peut avoir, mais de se dire, allez, là, ça y est, on peut passer un cap sur lesquels on sait que on va pouvoir avancer sur une société qui prend, ça y est, son envol, qui aura de la rentabilité, et sur lesquels on sait aussi que, on l'avait Ben, évoqué ensemble, la rentabilité, c'est de l'investissement, quoi. on prend souvent les directeurs d'entreprise ou les CEO d'entreprise comme des Moïse. On dit qu'ils ont ils ont des visions. Et j'y crois pas une seule seconde à cette connerie de vision, etc. Une entreprise, il y a une forme d'idée, une forme d'exécution. Donc, il faut avoir évidemment la bonne idée, il faut avoir la bonne exécution, donc travailler comme il faut, plus vite que la concurrence et mieux que la concurrence. Et évidemment, après, le troisième facteur, c'est le facteur chance. Et alors ça, il faut arriver au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est le facteur chance, quoi. Nous, on savait que l'idée, on la pensait bonne, évidemment. On a travaillé dur et bien. Bon, après, le facteur chance, on l'a eu, parce qu'on est arrivé au bon endroit au bon moment. Après, le reste, ça se découvre, en fait. Franchement, quand on s'est lancé, je n'avais aucune foutre idée de la tarification, de comment pricer, j'étais vraiment, vraiment vert, euh, vraiment au point que on a vu quelques investisseurs au début et c'est ce qui les frappait de voir à quel point on n'y connaissait rien, on se marchait des entreprises. Et c'est pour ça que c'est pas mal qu'on se soit lancé gratuitement au début. C'est finalement, il n'y avait pas spécialement de friction pour les entreprises à nous faire confiance, puisque ça marche pas. Au pire, ils perdent pas d'argent, quoi. Et nous, ça nous a permis de comprendre ce qui se passait, qui étaient nos utilisateurs. Moi, j'ai fait beaucoup d'appels avec les clients, essayer de comprendre réellement ce qu'ils faisaient. Et puis nous-mêmes, on était utilisateurs de notre solution. C'est-à-dire que Crisp, nous-mêmes, on utilisait notre système de chat pour parler à nos clients depuis le début. Et donc, les clients étaient vraiment force de proposition et ils nous ont aidés à faire évoluer le logiciel avec leur feedback, en fait. Donc, Mhm. le client est roi, évidemment, mais c'est surtout que un client qui utilise votre solution, il n'y a pas meilleur utilisateur parce qu'en fait, il comprend réellement ce que vous faites, pourquoi vous le faites. D'ailleurs, au début de Crisp, on s'était déplacé à Dublin, on avait voyagé un peu à Dublin et j'ai envoyé un tweet, en gros, bah, si on a des utilisateurs à Dublin, OK pour se voir. Et on a un Irlandais qui nous a contacté. Bah, écoutez, je prends ma voiture, je viens vous chercher dans 2 heures et on se voit. Et donc, un gars qu'on connaissait pas, en Irlande, prend sa voiture, vient nous chercher et nous amène au bord de la mer et on discute avec lui, en fait. Et on se rend compte de réellement pourquoi il utilise notre logiciel et à quel point notre logiciel est fait pour lui au quotidien. Et en fait, c'est une somme de petites rencontres comme ça qui nous ont fait comprendre réellement qui étaient nos clients. Et à chaque fois qu'en fait on va à l'étranger quelque part, on regarde dans la liste de nos clients et on prend quelqu'un de random et on va le rencontrer. Et à chaque fois, c'est un shot de. C'est super intéressant en fait de faire ça parce que vos clients ils vont vous dire un tas de choses.
de pourquoi ils vous aiment, de pourquoi ils vous aiment pas, de ce que vous pourriez changer, de pourquoi ils vous utilisent. Et une entreprise qui a vraiment compris qui est son client, eh ben, c'est une entreprise qui a beaucoup d'avenir. Et donc, ça veut dire que ça t'a amené à changer plusieurs fois, en tout cas, ton offre, tes process, ta façon. Parce Ouais. que quand tu évoquais de dire, en effet, Internet aujourd'hui, évidemment un territoire qui est planétaire. Ça t'a obligé à réfléchir aussi comment ton offre pouvait être, en tout cas, comprise, acceptée et plébiscitée par l'ensemble de Ouais, tes et puis de toute clients. façon, euh, un prix, ça se change, une offre, ça se change, tout se change en fait sur Internet et il n'y a pas de problème à modifier le prix, à modifier l'offre. Enfin, on fait ce qu'on veut. C'est le gros avantage. C'est-à-dire que c'est fini le temps du CD-ROM, du logiciel CD-ROM qu'on vend dans les supermarchés. C'est-à-dire qu'avant, bah, on pouvait pas contacter tous les supermarchés et leur dire de changer le prix. On pouvait pas modifier le contenu du CD-ROM. Mhm. Et puis même avant que ça, enfin, le modèle de la vente en magasin d'objets physiques, on peut pas faire ça. Alors que sur Internet, ben, un logiciel, par définition, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire on peut modifier le logiciel à souhait. Nous, tous les jours, on rajoute des fonctionnalités. On peut modifier l'offre, on peut modifier le prix, on fait ce qu'on veut. Et donc, ça se découvre avec le temps, en fait. Et alors, j'allais dire, je pense que c'est plus facile de monter la proposition, en tout cas de l'enrichir, plutôt qu'à un moment donné la rendre payante sur certains aspects. Comment on fait justement dans cet univers pour passer sur, comme tu le disais, sur une évolution où on essaye de démocratiser une application et un jour la rendre payante? Alors, il y a plein d'exemples dans l'histoire du logiciel. De logiciels qui sont passés payants. Slack, Dropbox, la liste, elle est longue comme le bras. Ouais. En fait, il y a un moment où, en fait, pourquoi ces entreprises en fait étaient gratuites au départ et ont toujours un plan gratuit, c'est pour pouvoir avoir une traction en utilisateur suffisamment grande. En fait, pour avoir une pénétration dans le marché rapide. Et en fait, une fois qu'elles ont cette pénétration rapide, en fait, elles vont créer des plans gratuits, Ouais. en plus des plans, elles vont créer des plans payants, pardon, en plus des plans gratuits. Donc, elles ont toujours une offre gratuite, mais en plus, ça rajoute une offre payante. Et elles essaient du coup de migrer les offres gratuites vers des offres payantes. C'est ce qu'on a fait. Mhm. Et en fait, ben, par exemple, dans le monde de l'entreprise, une entreprise, franchement, si on leur fait gagner de l'argent, qu'ils payent 25 euros ou 100 euros par mois ou 1000 euros par mois, ils s'en foutent tant qu'on leur apporte une valeur ajoutée, un service et qu'ils sont contents de notre logiciel. Donc, au début, on était un peu mal à l'aise quand on avait 22, 23 ans, bah, rendre des choses payantes. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la malédiction de l'étudiant quand il fait une boîte, c'est que il pense que tout est pas cher, quoi. Mhm. Alors que dans la vie, tout est cher. Et donc, faut un peu changer de mentalité et on l'a fait. Mhm. Oui, puisque tu évoques en effet de se dire que enfin, 2000, 10 000, 20 000 ou 100 000 euros, c'est cher. Non, c'est pas cher, ça dépend ce qu'on gagne derrière. Donc à un moment donné, c'est un investissement, mais ce qui est important, c'est la rentabilité, c'est la profitabilité de ton offre, quoi. Évidemment, Mhm. évidemment. Ouais. Ça, c'est quelque chose que vos des clients vont découvrir, que vous-même allez découvrir. Puis de toute façon, quand on lance une entreprise, on sait absolument pas vers quoi on se lance. Moi, ça me fait toujours marrer de voir des pitchs ou des decks pour des investissements et de jeunes, notamment d'écoles de commerce, qui nous montrent que dans un an, dans 2 ans ou dans 3 ans, ils feront des milliards. La réalité, c'est qu'en fait, vous n'avez pas une foutre idée de quoi, dans quoi vous vous lancez. Et aucune d'ailleurs startup, si on regarde dans l'histoire des startups, en fait, c'est un chemin semé d'embûches, mais c'est surtout qu'aucune boîte ne commence avec une idée, un process, et a le même process au bout d'un, 2 ans ou 3 ans. Les Mhm. clients sont même parfois complètement différents. Regardez Facebook. Facebook, au début, c'était une boîte qui vendait de la pub à des étudiants, littéralement. Et aujourd'hui, qui est sur Facebook, c'est vos parents, vos grands-parents, presque. Et en fait, tout le monde a migré vers d'autres plateformes que Facebook. Donc en fait, tout se change en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur quand on se lance, bah, d'accepter que
on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et il faut surfer sur ça. Mhm. Et à quel moment tu as vu que ton modèle était un modèle économique qui devenait bénéficiaire, en tout cas sur lesquels tu t'es dit ça y est, là maintenant on commence à être sur quelque chose qui a un vrai potentiel? En fait, alors, au début, on n'avait évidemment pas beaucoup de clients, mais en fait, on avait des stats surtout. On utilise un logiciel qui s'appelle Amplitude pour traquer toutes nos statistiques. Et en fait, on s'est rendu compte que on avait une croissance entre 5 et 7% à la semaine. À la Et semaine. donc, Hmm. à la semaine. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, les gens en parlaient. C'était organique. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas besoin d'aller chercher les clients pour qu'ils installent notre logiciel. C'est-à-dire qu'eux-mêmes étaient tellement euh, satisfaits qu'ils allaient en parler à leurs autres potes entrepreneurs, etc. Et en fait, il y avait une forme de viralité. Et alors là, c'est ce qu'on peut appeler le product market fit. Là, c'est typiquement, on a le bon produit, on a le bon marché au bon moment. Et en fait, là, on s'est dit, mais en fait, OK, on n'a pas beaucoup de monde encore sur la plateforme, mais on a 5% de croissance à la semaine. Et en fait, quand on fait 5% de croissance à la semaine et qu'on extrapole le graphe, Mhm. c'est un peu les graphes du Covid en pire, quoi. Ouais, c'est de l'exponentiel, quoi. Ouais, enfin du Mhm. bon géométrique en tout cas. Et en fait, depuis le début de Crisp, en fait, ce modèle-là, il est prédictible. On peut tracer une droite et dire exactement où on sera à l'avenir. Et en fait, quand vous avez quelque chose comme ça, vous savez que vous avez le bon modèle et que vous pouvez, pas que ça marchera en fait. Ok. Donc aujourd'hui encore, tu suis cette équation, alors, hein? Oui, c'est quelque chose près à la même. Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Alors, il y avait quelques questions dans le chat. Je fais juste un pas de côté quelques secondes. Il y en a qui demandaient des précisions, en tout cas, Baptiste, sur ton offre, c'est-à-dire le prix du Ouais, forfait, c'est par nombre d'utilisateurs dans une entreprise ou un seul forfait par entreprise. Tu peux c'est un forfait par entreprise, Ok. ce qui est vraiment pas cher en plus. Hein. Oui, ce que ça veut dire qu'en effet, tu as une offre qui est très compétitive dans des entreprises. Dès que tu commences à avoir un peu de masse salariale, tu as une offre sur lesquelles ramener par utilisateur, c'est C'est rien du tout, ouais. Ouais, ok. Donc j'espère qu'on a répondu en tout cas à la question qui était posée à ce niveau-là. Ok. Alors il y avait aussi une autre question de la part de Hélène. Alors Hélène Blanquet, qui est une ancienne de nos étudiantes que je salue. C'est quoi le meilleur souvenir que tu as eu dans cette aventure? Euh, il y en a plein en fait. Hein. Il y a des souvenirs mémorables, des rencontres que j'aurais jamais pu faire souvent. Par exemple, quand on a aménagé nos bureaux à Nantes, par hasard, un investisseur m'en contacte. Alors, faut savoir que Crisp, on n'a toujours pas d'investisseurs, on est toujours 50-50, mais on parle parfois des investisseurs parce que comme on a beaucoup de clients, c'est un peu ce qui se passe dans le marché. Donc bref, on a un investisseur qui nous contacte. Et en fait, je suis à un Leclerc et pour louer une camionnette à un Leclerc parce qu'on venait d'aménager nos bureaux et donc on était en train d'aller chercher des trucs à droite à gauche. Donc je suis à un Leclerc et et je vois qu'au Leclerc, ils sont en train d'utiliser Crisp, littéralement. C'est-à-dire que je suis là, en train d'attendre au comptoir qu'on aille me chercher mes clés, et je vois que les personnes là sont en train d'utiliser Crisp, et j'en avais pas la moindre idée que Leclerc utilisait Crisp. Donc ça, c'est la première surprise. Et donc 30 secondes plus tard, par hasard, j'ai cet investisseur qui me contacte, il me dit, alors Chris, qu'est-ce qui se passe? Tout se passe bien? Je prends la photo discrètement des personnes, des employés de Leclerc en train d'utiliser Crisp. Faut pas faire ça normalement, mais j'ai pris une petite photo discrètement. Et je suis en voix. Il me dit incroyable comme histoire. Et puis il me dit, bah écoute, je suis à côté de Xavier Niel. Je lui ai raconté ton histoire. Il a envie de te voir. Ok? Et donc en fait, une semaine après, on se retrouve, euh, on se retrouve dans le bureau de Xavier Niel avec mon associé à parler de tout et de rien pendant 2 heures. Donc c'est marrant en fait parfois comment une suite de petits trucs en fait enchaînent et produisent à ça, à ce genre de rencontres. T'as des Non, rencontres vraiment un tas marquantes de. justement? Excuse-moi. Comment? T'as des rencontres justement marquantes dans l'évolution de Crisp, des moments qui ont été des moments un peu charnières qui t'ont dit là, ce qu'on m'a dit à ce moment-là, il y a quelque chose qui est à retenir et en tout cas pour que je vois différemment les choses.
Ouais, alors il existe une entreprise qui s'appelle Hotjar, qui est une start-up qui faisait à l'époque 10 ou 20 millions de revenus par an. Et donc par hasard, le gars, il arrive sur notre site internet et il trouve ce qu'on fait vachement bien. Et il demande à me parler, il va voir sur LinkedIn. Et on finit par faire un conf call comme on fait maintenant et on se parle. Il me dit, bon, écoutez, ce que vous faites, c'est génial, j'y crois vachement. Et si un jour votre boîte elle se plante, moi je vous embauche. Et 2, 3 mois plus tard, le gars me contacte et me dit, bon, je suis en train de faire un espèce de petit concours pour les petites boîtes qui débutent. Je pense que vous pouviez y être éligible. Du coup, je vous paye le billet d'avion, vous venez à Malte. Oui, parce que la boîte elle est basée à Malte. Mhm. C'est-à-dire non pas pour des raisons fiscales, mais parce qu'ils sont réellement maltais en fait. Et donc, il nous paye le billet d'avion. On débarque à Malte, il nous paye l'hôtel, la totalité. Donc, bon, nous, on était assez flattés, on était étudiants. On nous paye le billet d'avion comme ça, voyage vachement chanceux. Et au final, il nous a mis en relation avec des investisseurs sur place qui étaient un peu des investisseurs repentis. C'est-à-dire en fait des gens qui travaillent pour des gros fonds d'investissement et qui ont décidé de quitter ce milieu-là. Et des gens qui sont vraiment regardés penchés dans nos stats et qui nous ont dit, bon, les gars, si des investisseurs veulent investir dans votre boîte, vous refusez tout, tout en bloc. Si quelqu'un veut racheter votre boîte, vous refusez tout en bloc. Et en fait, ils nous ont vraiment mis confiance, ils nous ont dit, regardez vos statistiques. Dans 2 ans, c'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait, je sais pas, 5 000 euros de revenus par mois, ce qui était ridicule. Ils nous ont dit, dans 2 ans, vous serez une boîte qui fera plusieurs millions de revenus par an. Et c'en est une évidence. Et à la fin, d'ailleurs, de cette semaine sur Malte, il y avait un espèce de petit concours de pitch. Et en fait, à la fin du concours de pitch, le gars de cette boîte Hotjar nous a fait un chèque de 30 000 euros, je crois. Et voilà, genre, ils nous ont donné le chèque sans contrepartie et on est reparti avec un chèque de 30 000 euros. Voilà, gratos. C'est un vrai mécène, quoi, qui a lancé en tout cas aussi, qui a participé au lancement. Ouais, ça nous a aidé et puis pas seulement qu'une forme d'aide financière, Ouais. mais surtout, voilà, il nous a montré Mhm. aider à réussir, quoi, en nous faisant rencontrer les bonnes personnes. Ah oui, il y a une question de Théo qui nous demande s'il y a eu des moments où on était proche de baisser les bras. Ouais. Oui, oui, moi, il y a un moment où j'étais vraiment à 2 doigts de baisser les bras. En fait, on va dire 8 mois après qu'on ait lancé Crisp, on a lancé notre première offre payante. On a lancé ça, je crois, l'été, au mois de juillet et mois d'août, je crois que notre revenu de vente était de 100 euros précisément. D'accord, ouais. Ça m'a mis vraiment un gros coup au moral. C'est-à-dire qu'en fait, on pensait vraiment que ça fonctionnerait et suite à ça, 100 euros de vente. Et là, j'avoue que j'étais à 2 doigts d'arrêter l'entrepreneuriat de toute ma vie et de prendre un CDI. D'ailleurs, j'ai fait un entretien pour ça. J'ai accepté un entretien pour une boîte. Et en fait, au mois de septembre, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une reprise euh, formidable du trafic. Il y a eu une formidable reprise du trafic. Et en fait, en l'espace d'un mois, en fait, on passe de 100 euros de chiffre à 1000. Et puis au mois d'octobre, on passe de 1000 à 2000, 3000. Et là, en fait, on se dit, bon, ok, c'est bon, ça commence. Et en fait, ce qu'on n'avait pas compris, ce qu'on n'avait pas compris, c'est qu'on était l'été et que les boîtes, l'été, elles sont en vacances. Ouais, un achat au mois d'août, ouais, pour un professionnel, c'est pas évident, ouais, c'est vrai. Voilà. Mhm. Et en fait, les boîtes en été, elles sont pas intéressées par ce qu'on faisait. Et donc, en fait, bah, il fallait attendre septembre. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne lance jamais rien l'été maintenant et qu'on attend toujours septembre, octobre pour lancer un nouveau produit, une nouvelle offre. Mhm. Et puis, de toute façon, il y a toujours ce qu'on appelle un peu la vallée de la mort dans une boîte. C'est en fait, au début, il y a une espèce de bulle, un gros pic de popularité. Après, une vallée de la mort, ça dure plus ou moins longtemps. Et puis après, ça repart. Et toutes les boîtes ont connu cette vallée de la mort. Tant qu'on en Je- sort, ça va, hein. Comment? Tant qu'on en sort.
Voilà. Sortir. Mais bon, faut connaître ce phénomène de vallée de la mort. Et ça arrive. Et comment Vous irez on, voir sur Google la vallée de la mort. et comment on arrive à garder cette confiance en soi, justement? En tout cas, d'où est-ce que tu vois comment tu as réussi, toi, à te dire qu'il faut avoir confiance et faut passer au-delà, en tout cas, des tempêtes sur lesquelles ça fait partie de la vie d'un entrepreneur? Bah, le temps. Le temps, au début, beaucoup de stress, évidemment. On ne savait pas vers quoi on allait. Mhm. Et puis, avec le temps, avec le succès, bah, en fait, on finit par apprendre et puis bah, de relativiser, en fait. Et donc, chaque nouveau problème qu'on a au début, quand on crée une boîte, eh ben, on s'en fait des nœuds dans le cerveau. Et puis, bah, comme on a des plus en plus gros problèmes avec le temps, en fait, chaque problème devient la norme, si vous voulez. Ouais. Et donc, il y a des boîtes qui ont voulu nous envoyer en justice, donc mise en demeure, etc. Au début, j'en dormais pas la nuit. Et puis, bah, en fait, avec le temps, ça devient la norme. Ouais. Et puis, on apprend à relativiser, quoi. Mhm. Alors, faut faire gaffe à sa santé, hein, quand même, mais en fait, à la fin, ça devient la norme. Et puis, en fait, il peut se passer n'importe quoi. On s'en fout. Ouais. Ouais, l'échelle du temps n'est plus la même, comme tu dis, le fait de relativiser, on n'est plus à une heure, on est peut-être à un jour, voire à une semaine pour traiter un incident. Alors, C'est- j'ai juste une question intéressante sur l'Afrique. Donc oui, on a des entreprises en Afrique, euh, notamment au Kenya. Et donc, on me demande si ce genre de projet pourrait marcher en Afrique de l'Ouest. Alors, je sais qu'en Éthiopie, au Kenya, bon évidemment Afrique du Sud, il y a un gros boom en écosystème startup, ce qui est moins évident en Afrique de l'Ouest pour l'instant. Je ne sais pas encore les raisons, peut-être que ça viendra. Mais en tout cas, le terrain est propice à un succès parce que Internet est un marché mondial où on a besoin de finalement assez peu de moyens pour se lancer. Donc n'importe qui, par définition, peut se lancer. Et, euh, et, et donc, on peut voir quelqu'un survenir de nulle part. Moi, j'ai vu des jeunes de 12 ans, 14 ans utiliser Crisp parce qu'en fait, ils lançaient leur boîte. J'ai eu une histoire complètement délirante, hein. J'ai eu un gars de 10 ans l'année dernière qui me contacte pour utiliser Crisp. Il voulait un plan gratuit. Il disait, bah voilà, j'ai 10 ans, je veux créer mon entreprise et je pense que Crisp peut m'aider pour créer mon entreprise. Mhm. Du coup, comme j'ai 10 ans, ce serait vachement bien de me filer une offre gratuite de votre logiciel. Je n'y crois pas une seule seconde à ce truc et je lui dis, écoute, si t'es vraiment un gosse, demande à ton père de m'appeler et je verrai ça avec lui. Et en fait, j'ai réellement un appel et en fait, je comprends que c'est réellement un gosse qui veut vraiment notre logiciel. Alors du coup, bah, qu'est-ce que vous voulez faire quand c'est comme ça? On lui offre, hein. Et puis, en fait, on a eu une carte de remerciement pour Noël où on voyait ce gosse qui avait d'ailleurs encore un doudou, etc., utiliser notre logiciel. Et donc, quelqu'un peut survenir de nulle part sur la planète parce que la compétition va être de plus en plus féroce, puisque de plus en plus jeunes d'ailleurs, des jeunes peuvent créer leur boîte ou de moins apprendre à coder. Et en Afrique également, ça va arriver. Pourvu que, en tout cas, ils aient accès à un ordinateur ou un smartphone. Mhm. On voit dans certains pays en ce moment un gros succès dans l'écosystème des startups, notamment en Indonésie et au Vietnam, où il y a un gros boom de startups. Je parle vraiment de startups qui font des produits, hein, pas de la sous-traitance pour d'autres boîtes. C'est-à-dire que en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, il y a beaucoup de sous-traitance pour des boîtes, notamment américaines ou européennes. Non, non, là, en Indonésie et au Vietnam, on parle vraiment d'entreprises qui se lancent pour le marché intérieur ou extérieur de services, quoi. Donc, il y a un gros boom en ce moment. Et donc, on peut s'attendre en effet à quelque chose comme ça pour l'Afrique.
Et ce serait une formidable opportunité d'ailleurs pour l'Afrique. Ok, d'accord. Alors Baptiste, je vois malheureusement les aiguilles d'horloge qui tournent. On se rapproche de midi et malheureusement on a un temps qui est limité parce qu'on va devoir passer Pas de souci. sur d'autres conférences. En tout cas, pas nous, mais les visiteurs qui sont aujourd'hui. Je voulais sincèrement te remercier pour cette intervention, alors qu'on a limité que le temps, mais malheureusement j'aurais pas dû la limiter. Pas de souci. Histoire de pouvoir discuter plus globalement. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter d'ailleurs au Mais plus écoutez, vite. s'il y a des étudiants en tout cas qui veulent poser plus de questions, faut pas hésiter, hein. Vous m'invitez sur LinkedIn et puis vous m'envoyez un message si vous voulez créer une boîte, vous voulez un petit conseil, etc. N'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Alors moi, je les invite même à installer l'application Crisp et après te Et évidemment. contacter. Voilà. Et après te contacter, comme ça, ils verront vraiment à la fois ce qu'est l'outil et en tout cas pouvoir échanger avec toi. Est-ce que Pas de tu as un souci. message en conclusion? Je voulais te laisser la parole. En conclusion, est-ce que tu as un message Oui. à passer aux étudiants? Je sais que beaucoup d'entre vous vont finir chez Deloitte ou dans je ne sais trop quelle boîte de consulting ou grand compte, mais parmi vous, il y en a probablement qui ils vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est le meilleur moment, là, maintenant, de se lancer dans l'entrepreneuriat pour plusieurs raisons. C'est déjà, vous avez le temps, parce que par définition, il y a plus de soirée, vous pouvez plus picoler, donc vous pouvez travailler chez vous. Et donc, c'est le meilleur moment pour se lancer dans une entreprise parce que financièrement, ça vous coûtera rien, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de maison à rembourser, aucun risque. Et surtout, il y a un tas d'entreprises où le monde est complètement en train de changer. Le rapport au travail change, le management change, et donc tout devient possible. Et donc, c'est le meilleur moment de créer une entreprise pour des étudiants. Et donc, vraiment, si vous voulez le faire, lancez-vous. Ok. Merci beaucoup pour ton message, en tout cas encourageant pour la suite et inspirant, je l'espère, pour de nombreux visiteurs et de nombreux étudiants.